On a un autre segment, une table ronde à vous présenter avec Fnun Taha, qui est conseillère en développement culturel chez Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches. Avec ses invités, je vais te laisser les présenter. On va parler de l'impact du don en culture. Bien, merci. Je vais inviter Gabrielle Bouchard, Cassandre Lambert-Pellerin et Catherine Bonneau à venir me rejoindre. Oui, prenez le temps de vous asseoir. Alors, ça va aller vite, parce qu'on a quand même eu une belle conférence juste avant. Fait qu'on va avoir une petite table ronde, panel de 20 minutes. Fait que, comme disait Claude, je m'appelle Fnun Taha. Je suis conseillère en développement culturel pour Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches. Et je suis vraiment très honorée d'animer ce panel-là avec trois femmes extraordinaires. Gabrielle Bouchard, qui est directrice générale et conservatrice en chef du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Cassandre Lambert-Pellerin, qui est codirectrice pour Estrade, le Centre de valorisation en patrimoine vivant, et Catherine Bonneau, qui est responsable du développement à la caserne Scène Jeune Public, donc la nouvelle identité des Gros-Becs. Je vais l'appeler la caserne pour des questions de facilitation. Mesdames, alors on vous a choisi aujourd'hui parce on tenait en fait à offrir aux charitables et à l'ensemble des philanthropes présents et présentes une vue de terrain. Donc moi je veux que ce panel ce soit un moment vraiment très informel où on peut discuter ensemble pour le temps qu'on a. On a à peu près un petit 20-25 minutes. Donc une vue de terrain puis de voir vraiment concrètement les retombées du secteur culturel. Donc, si on vous a choisi aujourd'hui, mesdames, c'est parce que vous incarnez des disciplines extrêmement différentes. On parle des arts de la scène avec une concentration de théâtre jeune public, à du conte, de la musique traditionnelle, aux arts visuels. Vous allez aussi nous démontrer très concrètement comment la culture, en fait, est un vecteur à différents champs de notre société. Vous allez voir que la culture participe, en fait, au sentiment d'accomplissement de soi. Wendy l'a très bien nommé tantôt, au sentiment de bien-être. On va parler également d'éducation, de santé, d'impact aussi sur notre santé mentale. Donc, mesdames, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, je vais vous les présenter très rapidement pour que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire aujourd'hui. Alors, Gabrielle, comme je le disais, conservatrice en chef du Musée d'art contemporain, qui a été fondée en 1992. C'est la seule institution muséale dans l'Est du Québec dédiée à l'art contemporain. Quand on dit art contemporain, en fait, on parle d'un art ici qui a été créé à partir de 1947. Conscient de sa mission spécifique, le musée a pour vocation d'initier le grand public à l'univers des pratiques contemporaines en présentant à la fois des expositions d'artistes établis qui ont marqué l'histoire de l'art du Québec, mais aussi un mariage avec des artistes émergents, donc des très jeunes artistes. Dans cette optique, le musée reste fidèle aux motivations qui ont soutenu l'action des fondateurs du Centre d'art de Baie-Saint-Paul. Ce désir constant d'amélioration est particulièrement visible lors de la tenue du Symposium international de Baie-Saint-Paul, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Chaque été, vous avez des artistes qui s'installent à Baie-Saint-Paul et qui vont créer jour après jour, aussi en fonction des interactions avec le public. Donc, c'est génial de voir des artistes qui évoluent, qui n'ont pas d'œuvre prédéfinie, mais qui se construisent comme ça tout le long, qui vont être installés au sein de la ville. Cassandre Lambert-Pellerin. Alors, responsable du Centre de valorisation en patrimoine vivant, qui va avoir bientôt 10 ans. Félicitations. Elle travaille à faire connaître les porteurs et porteuses de tradition et artistes dépositaires de savoir autour de la chanson trad, la musique, la danse, le conte et les savoir-faire artisanaux. C'est avec une vision contemporaine et un esprit collectif qu'elle aborde les traditions pour créer des occasions de rencontre avec le grand public. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous, vous connaissez le patrimoine vivant. Est-ce que ça vous fait des échos? Est-ce que vous voyez c'est quoi? Donc, parce qu'on ne le sait jamais, on confond souvent avec le patrimoine bâti, mais là, on est vraiment dans l'univers de tout ce qui est non tangible, en fait. Et Cassandre tenait vraiment à vous apporter aussi une définition aujourd'hui, une définition qui a été soulignée et mise en œuvre par l'UNESCO. Donc, le patrimoine vivant est un héritage de nos ancêtres transmis à nos descendants. Ce patrimoine est en récréation permanente puisqu'il est transmis de génération en génération et évolue en réponse à notre environnement.
Le patrimoine vivant est important parce qu'il confère aux communautés, aux individus un sentiment d'identité et de continuité. On parlait de protection d'identité nationale, de rempart, mais aussi de nous incarner en tant que société. Le patrimoine vivant y contribue très fortement. Il peut promouvoir la cohésion sociale, le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine, ainsi qu'aider les communautés à construire des sociétés résilientes, pacifiques et inclusives. Catherine Bonneau. Alors, Catherine est notre responsable du développement à la caserne, comme je l'ai nommé. La caserne Jeune Public, maintenant, est un tout nouveau lieu, en fait, qui se trouve juste à côté du Musée de la Civilisation. Encore une fois, je vous invite à aller le visiter. Catherine est responsable aussi de tisser des liens avec la communauté. L'ensemble de ces qualités, en fait, lui ont permis de recevoir, en fait, en 2024, le prix de la Jeune Chambre de commerce en tant que jeune personnalité d'affaires dans le secteur social communautaire. Bravo, Catherine. Pour la caserne, donc, on l'a dit, c'est une organisation qui diffuse et fait des spectacles professionnels en art de la scène avec une concentration pour le jeune public et en théâtre. Donc, ça va se concentrer aussi sur les enfants de 0 à 17 ans qui proviennent de milieux scolaires et familiaux. C'est aussi donc un nouveau lieu, comme je l'ai nommé, qui a été inauguré juste le mois dernier et constitue désormais la seule infrastructure culturelle spécifiquement dédiée aux jeunes publics dans la région. Bravo encore. Donc, comme je me le disais, on va passer tout de suite à finir les présentations. On y va. Donc, maintenant, les arts et la culture comme générateurs d'impact. Donc, comme l'a nommé tantôt très bien Wendy, on a vu les arts et la culture ont vraiment un impact au niveau économique d'abord. On a vu la culture est un gros secteur, notamment pour la région de la capitale nationale de la Chaudière-Appalaches, en termes d'employabilité, et avec une très grande participation au PIB national aussi. Mais il y a tout ce qui nous intéresse et qui est au cœur, en fait, du travail de la culture et des arts sur les impacts non tangibles, comme je l'ai nommé tantôt, impact sur la santé mentale, développement d'une relation à l'art qui nous fait du bien, participation à l'estime de soi, à la confiance de soi. Je voudrais maintenant poser une question à nos invités. Mesdames, est-ce que vous pouvez nous offrir un exemple concret d'une activité, d'une démarche ou d'une vision qui a eu vraiment des retombées significatives pour vos clientèles, pour votre mandat, etc. Prends-tu le micro ou on y va de même? Je pense que vous pouvez prendre ça. Je peux commencer si tu veux. Allô? On aurait pu parler de beaucoup de choses. C'était difficile de trouver exactement une démarche qui pouvait être concrète. J'ai le goût de vous parler de l'histoire qu'on a vécue avec Ubisoft Québec, qui est une compagnie ici qui rayonne à l'international. Au Gros-Bec, à la caserne, on a toujours voulu faire de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il y a des diffuseurs en art de la scène pour le jeune public. Au Québec, on n'est vraiment pas beaucoup. Donc, le rôle qu'on a dans la région de rendre l'art accessible au plus d'enfants possible, il est super important, mais on était limité avec le lieu qu'on avait avant. Quand on a décidé d'aller vers la caserne, puis que ce projet-là est devenu de plus en plus concret, d'avoir une infrastructure pour accueillir ces enfants-là, on s'est dit, enfin, c'est le temps d'avoir l'accessibilité chez nous à son plein potentiel. Fait qu'on voulait vraiment explorer ce programme-là, engager cette démarche-là, puis on a décidé de prendre le risque d'engager une ressource à l'interne, une ressource qui allait avoir beaucoup de bagages puis de connaissances pour faire en sorte qu'on ait un théâtre qui soit accessible pour, entre autres, des enfants avec des besoins particuliers. Quand on a engagé Andréane, on lui a dit « Let's go, on va mettre en place ce programme-là ». Puis, bien évidemment, on a eu cette idée-là avant de pouvoir la financer. Donc, on s'est assis, on a exploré nos idées, puis à un moment donné, on est allé s'asseoir avec Ubisoft. On a commencé à jaser avec eux, puis on leur a dit, très tôt dans la discussion, on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait beaucoup de valeurs communes. Puis ça, c'est vraiment le point de base, je pense, avec la relation avec les donateurs, d'avoir des valeurs communes puis des idées communes vers où on peut aller ensemble en culture. Donc, on s'est assis, on avait vraiment une vision commune, des valeurs communes, puis Ubisoft nous a dit, écoutez, nous, on est prêts à être flexibles avec vous. Puis ça, c'est une des qualités que je valorise beaucoup, que je trouve très importante dans la relation qu'on a avec nos donateurs, de dire, on va être flexible, on veut savoir où est-ce qu'on peut mettre notre dollar chez nous en tant qu'entreprise, pour qu'il y ait un maximum d'impact. Si je mets une pièce dollar chez vous, où est-ce que ça peut aller pour qu'on puisse rejoindre le plus d'enfants, qu'on puisse avoir une portée la plus grande possible? Ubisoft nous a fait confiance au début, avant même qu'on ait du financement public dédié à ce programme-là.
Ce que ça a fait, c'est que ça nous a servi vraiment de levier après pour avoir du temps pour réfléchir, pour créer le programme qui allait être le plus viable à long terme. Parce qu'on ne fait pas de l'accessibilité comme ça de façon accessoire, on veut qu'il y ait ce volet-là périn. Ça nous a permis d'avoir du temps, ça nous a permis d'avoir une ressource pour réfléchir, pour mettre en place les bonnes ressources. Ça nous a permis de faire en sorte qu'on puisse aller dans la communauté, tisser des maillages avec la communauté, rencontrer des organismes qui sont spécialisés là-dedans, des organismes comme l'AKEPA, l'ARLPH, Autisme Québec, qui sont des organismes spécialisés avec différents besoins particuliers, handicaps auprès des enfants. Toutes ces couches-là nous ont fait en sorte que quand on est arrivé avec ce programme-là, on a pu s'asseoir avec la Ville, on a pu aller chercher du financement public à la Ville pour compléter ce programme-là et faire en sorte qu'à la fin, il puisse vivre à son plein potentiel de façon pérenne. Puis ça, évidemment que dans quelques années, ce travail-là reste en continu puis reste à faire. Mais pour moi, c'était vraiment un bon exemple de dire, on s'est assis une fois avec un donateur, on avait une vision commune vers quelque chose, puis ça a fait un effet boule de neige, tant dans les clientèles qu'on a réussi à rejoindre, le nombre d'enfants qui sont venus vivre une première expérience au théâtre alors qu'il y avait un handicap, mais aussi dans le développement de cette chose-là, de comment on est capable de le faire vivre à long terme pour que l'art demeure accessible pour les jeunes. Fait que cet exemple-là, pour moi, est important parce qu'il veut dire à quel point un premier geste, une première discussion peut avoir une grande différence dans ce qu'on est capable d'accomplir par la suite. Moi, vous parlez un peu du patrimoine vivant comme étant une occasion de créer des espaces d'écoute, mais aussi des espaces d'égalité. Parce que, au final, c'est un type d'art qui est très, très accessible, qui est très démocratique. Il suffit d'être à l'écoute pour pouvoir y participer aussi. Donc, rapidement, si on dit j'aimerais ça, moi, chanter une chanson traditionnelle. Bien, il y a beaucoup de chansons à répondre au Québec. Il suffit d'écouter la personne qui la chante. On peut répondre. On n'a pas besoin de la connaître au départ, tu sais. Donc, cette idée d'écoute-là puis d'ouverture, elle est vraiment essentielle. Puis nous, ce qui est intéressant, c'est que on sort de la notion de performance et on va vraiment dans l'idée que on n'est pas des consommateurs de culture, on peut tous être des acteurs et actrices de culture. Nous, une de nos activités phares qui existe depuis 45 ans, notre organisme existe depuis 45 ans. Moi, je suis directrice depuis bientôt 10 ans. Cette activité-là, c'est nos veillées de danse traditionnelles. Puis les veillées de danse, c'est merveilleux parce que tout le monde est ensemble sur le même plancher. On se questionne pas à savoir c'est quoi le statut social des autres personnes qui sont avec nous. Pour nous, c'est super important que le billet pour participer soit le plus abordable possible. On donne aussi beaucoup de billets du côté de Accès Loisirs Québec pour favoriser la présence de plusieurs personnes différentes là, au sein de nos veillées. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a un calleur ou une calleuse qui est là pour expliquer les mouvements, puis ensuite accompagner le public qui sache déjà danser ou pas, de participer tout simplement, encore une fois, en étant à l'écoute. Aussi, même les personnes qui ont de la misère avec le français peuvent quand même participer parce qu'il y a cette idée de mimétisme, d'apprendre, de voir les autres faire, de reproduire les mouvements. Les personnes qui seraient avec des limitations physiques en fauteuil roulant, c'est aussi possible de danser. La danse traditionnelle, c'est vraiment quelque chose qui est possible, qu'on peut adapter à différents publics. Quand on rencontre des clientèles, des personnes qui sont nouvellement arrivées au Québec, qui essayent la danse traditionnelle, sont toujours extrêmement contents d'essayer ça. Mais assez rapidement, on tombe dans un échange où eux aussi ont envie de nous montrer des mouvements de danse de leur tradition. Ça, on rentre dans un contexte d'échange parce que tout le monde ensemble, on danse et l'idée, c'est de réaliser. C'est pas un spectacle, c'est une activité, tout le monde ensemble. Donc même, la pire chose qui peut arriver, c'est qu'on se trompe. C'est pas un problème, on n'est pas sur la scène, donc on a du plaisir tout le monde ensemble. Même des fois, on offre des activités comme ça, comme du team building, parce que l'idée, c'est de travailler vraiment tout le monde ensemble dans tout ça. Puis, au final, ça permet, comme le dit si bien le calleur ou la calleuse, de tout le monde se prendre par les mains puis de danser, tout simplement. Moi, bonjour, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Je suis directrice là-bas depuis, ça va faire 3 ans là, en janvier. Puis quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que non seulement le musée était très, très loin de la communauté des arts de Québec, du Québec, mais était surtout loin de sa communauté.
Puis ça m'a un peu fait mal de voir ça, de constater ça. Je trouvais, on est en plein milieu du centre-ville de Baie-Saint-Paul, on est très, très dur à manquer, on est en face de l'église, on a un gros stationnement, on est facile, on est visible. Mais on était tout seul. Alors, avec l'équipe, on s'est vraiment tourné vers comment est-ce qu'on fait pour ouvrir les portes le plus possible. Puis c'est un peu la mission qu'on a depuis 3 ans maintenant, parce que souvent, Wendy, vous avez abordé ça, souvent, l'art contemporain, on va associer ça à quelque chose d'élitiste, à quelque chose de pas accessible, qu'il faut avoir étudié là-dedans pour le comprendre, qu'il faut avoir les codes, parce que sinon, on va se sentir inférieur. Puis moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est un très, très gros problème pour moi. C'est pour tout le monde, l'art, à partir du moment que vous avez des sens, même pas seulement des yeux. On fait des trucs incroyables avec des non-voyants et des malvoyants. Il faut juste être ouvert. C'est cette ouverture-là. Donc, on s'est mis à faire de plus en plus d'activités puis d'aller chercher les groupes communautaires. Puis c'est qu'on s'est rendu compte ce qu'on veut faire du musée, c'est que ce soit un lieu de vie. Donc, on a Aidons-les, fait qu'on a des jeunes mères qui viennent le mardi après-midi allaiter leurs enfants dans le musée. Ils viennent pas nécessairement visiter, mais ils viennent dans un lieu où est-ce qu'ils se sentent bien, où est-ce qu'ils se sentent en contrôle, en confiance, puis bien rendu là, quand même que le bébé il pleure, sont avec d'autres personnes qui sont là avec elles, qui sont dans la même situation, puis en plus, bien, c'est beau autour, il y a des œuvres, fait que ça ajoute à leur moment de sociabilité. On reçoit des personnes âgées, des après-midi aussi, puis parfois, pour ces personnes-là, ça va être leur seul moment qu'ils vont avoir été en contact avec des gens dans leur mois. Donc, ça vient vraiment changer quelque chose dans leur quotidien puis dans leur santé sociale, en fait. On va recevoir les fermières qui viennent faire du tricot les mercredis après-midi. Puis des fois, on fait venir les groupes scolaires en même temps. Donc, on a vraiment une passation de savoir entre la fermière puis le jeune qui apprend à crocheter. On est encore une fois on a un petit lien ici, là. Donc, c'est vraiment toute cette idée-là d'aller chercher différents groupes puis de leur dire, mais c'est votre place ici. On a beaucoup de nouveaux arrivants à Baie-Saint-Paul qui travaillent dans les entreprises, puis souvent, ils ne trouvent pas leur place nécessairement. Mais on a une très, très grande communauté hispanophone, puis on leur a laissé le hall du musée l'année dernière pour qu'ils puissent faire leur hôtel pour la Dia de los Muertos. Donc, il n'y avait pas d'espace à Baie-Saint-Paul pour faire ça, leur tradition à eux, qui leur fait du bien, avec laquelle ils vont porter des offrandes pour les morts et tout, mais ils l'ont fait dans le hall du musée. Puis en étant là, ils se sont dit « Ah, mais c'est vrai, c'est pas... » Tu sais, au final, ce qu'on veut, c'est que les gens ils voient que c'est pas si douloureux rentrer dans un musée, ça fait pas peur, on est là pour tout le monde. On a fait un lieu extérieur aussi, donc comme ça, les gens, ils viennent faire une création à l'extérieur, on leur parle des expositions, ils se rendent compte que, ils comprennent, c'est agréable, c'est drôle. Puis là, des fois, c'est juste ça qui va faire que, ils vont pousser la porte du musée par la suite, puis ils vont être moins intimidés de rentrer. Donc, on est vraiment beaucoup, beaucoup là-dedans, de montrer que l'art, c'est vraiment pour tout le monde, qu'on vienne de n'importe quel background. Puis l'exemple plus concret que je donnerais, ça a été, tu sais, des fois, on fait des listes de clientèle, puis je réfléchis souvent aux non-voyants et aux malvoyants. Puis cette idée-là de se dire, ben non, c'est pas accessible pour eux, leur visuel, et si ce l'était. Donc, on a fait un projet l'année dernière, puis on a invité des poètes qui sont venus écrire dans nos expositions. Ça a créé un balado, puis on a offert ce balado-là à des non-voyants et malvoyants qui sont venus visiter le musée en écoutant le balado. Donc, comme ça, plutôt que ce soit quelque chose de très descriptif, ici sévère, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les référents, mais ils entendaient quelqu'un qui leur parlait de l'atmosphère, qui leur parlait en général de l'expérience. Puis un homme qui était vraiment sur ses gardes, qui parlait pas, puis nous, on leur dit, bien, vivez le moment que vous avez à vivre, on n'est pas là pour vous dire comment le vivre, puis est-ce que vous aimiez ça ou que vous aimiez pas ça, nous, on vous accueille là-dedans. Puis le monsieur, je me disais qu'il n'y avait pas un très, très beau moment, mais bon, regarde, au moins, il sera sorti de chez lui cette journée-là, ça aurait été une activité culturelle. Puis à la fin, son accompagnateur m'a dit qu'il voulait me parler. Il m'a pris le bras très, très fort. Puis il était dans la fin soixantaine, le monsieur. Puis il m'a dit, « Madame, il dit, je ne sais pas comment réagir à tout ça, mais ça fait très longtemps que je n'avais pas ressenti quelque chose. » Puis ça, honnêtement, de pouvoir donner cet accès-là au ressenti, qu'on ait le sens ou pas, mais juste de se dire qu'on est là pour les gens, pour la multiplicité des gens, pas seulement pour les gens qui ont la connaissance, pas seulement les gens qui ont les yeux, en fait, mais juste à partir du moment qu'on veut avoir la rencontre, bien, on est un lieu de rencontre. Fait que c'est un peu ça la mission actuellement du musée, que tous puissent se sentir le bienvenu de n'importe où qu'on vient, puis quel que soit notre intérêt à rentrer dans le musée au final. Super. Bien, on voit vraiment que là, comment la culture peut être vraiment extrêmement riche et généreuse avec des exemples extrêmement très différents de l'une à l'autre.
Maintenant, j'aimerais ça qu'on arrive un petit peu plus précisément sur la nécessité de la philanthropie en culture. Donc, Wendy nous a présenté l'importance du financement public, mais aussi de l'importance de la complémentarité de la philanthropie en culture. Mais au-delà du financement, vous le savez, la philanthropie est avant tout une relation humaine qui place l'individu et la communauté au cœur des échanges. Comme l'art et la culture, on est comme deux sœurs qui se tiennent la main, là, parce que c'est vraiment le même cœur. Secteur de créativité où l'on fait beaucoup avec peu, le milieu culturel fait preuve d'innovation, mais aussi de grande résilience. Au-delà de générer une offre culturelle, est-ce que vous pouvez, mesdames, nous dire quel impact la philanthropie ou simplement le geste de donner, d'avoir reçu un don, a pu avoir comme effet soit sur vos mandats, votre vision ou même votre équipe à l'interne, comment ça s'est passé, et puis peu importe là, la hauteur du don. Comment vous avez vécu ça, là? OK, bon. On y va dans l'autre sens. Hey, surprise. Nous, en fait, on est à nos balbutiements de la philanthropie au musée. On a notre numéro, on est enregistré, là, on peut faire les reçus, mais on ne reçoit pas grand-chose à date, là. Mais un des très, très, très beaux dons qu'on a reçus cette année, c'est qu'on a créé pour la première fois un camp de jour pour les enfants de 8 à 12 ans. Donc, ils ont passé la semaine avec nous, puis c'était une espèce d'effervescence de création absolument incroyable. Et puis, à la fin du camp, ils se sont préparés, puis ils sont venus me faire une présentation dans mon bureau. Je dis, bon, mon Dieu, c'est sérieux, c'est du sérieux. Donc, ils viennent, il y avait une porte-parole, donc elle avait 9 ans, elle était toute préparée, elle s'était mis chic, elle avait enlevé son linge de peinture. Et là, elle m'arrive en me disant, Madame la directrice, on s'est concerté avec les autres campeurs et on aimerait faire un don au musée. Je dis, OK, d'accord, oui, certainement. Et là, parce qu'ils avaient calculé leur affaire, puis pour la dernière journée du camp, on avait acheté des hot dogs. Puis on invitait les parents à venir manger un hot dog, puis venir voir les œuvres qui avaient été créées pendant la semaine. Et puis, les enfants voulaient vendre les hot dogs au profit du musée. Au début, ils demandaient 10 $ du hot dog. J'ai dit, bon, peut-être que on va revoir les attentes en termes de donation. Mais au final, on a mis ça contribution volontaire. Regarde, on s'est dit que là, ça allait plaire à tout le monde. Mais au final, ils nous ont remis 60 $. Mais c'était de voir la fierté dans leurs yeux. De se dire, on a contribué. Est-ce que ça veut dire que vous allez refaire un camp l'année prochaine? Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Parce qu'ils viennent gratuitement avec leur école. Ils viennent avec d'autres occasions gratuitement, puis ils le comprenaient. Puis c'est là que je me suis dit qu'on s'en va quelque part avec la philanthropie, Wendy. Quand tu as un enfant de 9 ans qui le comprend, qui le voit, puis qui dit, ben moi, dans ma tête, cet argent-là, il allait aller au magasin de bonbons de l'autre bord, là. Ils n'ont jamais envisagé ça. Ils se sont dit, on va faire un don au musée. Puis c'était solennel, c'était beau. Ils étaient fiers. Fait que c'est de me dire, puis tu sais, rendu là, le 60$, c'est le plus beau 60$ qu'on va avoir reçu. Fait que tu sais, tous les dons pour une équipe, c'est un don qui nous permet de respirer, en fait, puis qui nous dit, on n'est pas tout seul là-dedans. C'est encourageant de se dire, on n'est pas tout seul à y croire. Mais là, de voir des enfants comme ça qui voulaient avoir ce lien-là à nous, puis qui étaient tellement fiers, mais je me dis, eux autres, c'est les futurs donateurs du musée aussi, tu sais. C'est des futurs membres, c'est des futurs porte-parole aussi, parce que ça veut dire qu'ils ont eu ce lien-là tellement intime avec l'organisation qu'ils nous ont donné toutes leurs 2 piastres. Fait que voilà, c'est ma plus belle histoire que je pouvais raconter. C'est difficile de passer après toi. Bien, tu sais, je vous l'ai dit, le patrimoine vivant, ça permet vraiment de créer des rencontres. Puis je voulais faire un parallèle avant de parler de l'effet sur notre équipe. Nous autres, le cœur de tout ce qu'on fait, c'est la transmission. Donc, l'idée de donner à d'autres ce que l'on a. Mais la distinction avec le patrimoine vivant, c'est ça qui est beau, c'est que ça fait juste multiplier la joie. La joie s'amplifie à chaque fois. Contrairement à, par exemple, une bague là, qui aurait appartenu à ma grand-mère, qui aurait été donnée à ma mère, puis que là, tout à coup, là, ma mère doit décider entre ma sœur et moi laquelle qui va l'avoir. Une chose est sûre, si elle la donne à une, il y en a une qui l'a pas. Si elle la donne, elle l'a plus, elle non plus. Alors que quand on parle d'un savoir-faire, quand on parle d'une chanson, d'un air de violon, quand on parle d'un conte, tout ça, c'est tous des éléments que ça fait juste s'amplifier à chaque fois. Et puis, encore mieux, c'est quand ça se transmet. Bien, d'abord, ça se transmet, oui, de génération en génération, mais pas seulement dans le même sens toujours. Hein. C'est vraiment une rencontre de personnes
qui savent et d'autres qui veulent apprendre, tout simplement. Donc, cette idée de rencontre-là et de rencontre significative qui vient donner un sens au savoir, au savoir-faire qui est transmis, mais tout est là. Donc, on donne beaucoup en patrimoine vivant, mais on donne sans jamais rien perdre, tout en multipliant tout ça. Nous, on a notre numéro de charité depuis 1996 et puis on a été pendant longtemps, il y a eu longtemps un seul employé à l'organisme. Là, depuis 10 ans, on est 2 employés. On a longtemps été à temps partiel toutes les 2. Là, on est à temps plein puis on a même une ressource à temps partiel avec nous. On est 2 et demi, c'est merveilleux. On est une grande équipe. Mais notre première campagne formelle, on l'a faite, nous, c'est même pas notre année 1, c'est notre année 0 qu'on l'a appelée. On se mettait pas trop de pression. On l'a faite en mai et juin 2025, donc c'est tout récent. Et puis, ça a été, d'abord quand on l'a lancé, puis qu'on a commencé à avoir des dons, des noms de personnes qu'on connaît, qu'on voit dans nos activités, puis qu'on voyait que ces personnes-là comprenaient que, tu sais, le fait de venir et de payer leur billet pour venir dans leur activité, c'était pas ça un don. La philanthropie, c'est développer une relation, c'est s'engager aussi davantage. Quand on a vu que plusieurs personnes de notre communauté faisaient le don, moi, cette journée-là, j'ai pleuré toute la journée, je pense, d'émotion, Puis, tu sais, c'est ça, hein, c'est quand on est des petites équipes, les choses reposent beaucoup sur nos épaules. Donc, quand ça fonctionne, ben c'est nous autres qui prenons aussi tout ça, toute cette charge d'énergie-là. Puis, au final, quand on a commencé à avoir des noms de personnes qu'on connaissait pas du tout, puis qu'on allait chercher, on les googlait pour voir comment ils sont rendus à nous, puis on le savait pas. C'était encore plus merveilleux parce que tout à coup, on se disait, mon Dieu, mais notre message continue à voyager, puis il trouve sa place dans d'autres oreilles. Donc ça, c'est vraiment merveilleux parce que au final, ce qui est le fun avec le patrimoine vivant, c'est que ça permet de construire une richesse, mais sans passer par de l'argent. C'est vraiment à travers les gens qu'on investit. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir être bien tout le monde ensemble grâce au patrimoine vivant. Quand on parle d'impact, des fois, quand on est dans la posture de l'organisation, ces dons-là ou ces moments marquants-là arrivent dans des moments où on s'y attend le moins. J'ai le goût de vous raconter l'histoire de Maurice, qui était un client des Gros Becs à l'époque. Maurice, c'était un grand-papa qui venait avec son petit-fils de 3 ans. Je l'avais jamais vu, puis tout ça, on s'est parlé via un formulaire de sondage après spectacle. C'était banal comme ça au tout début. Maurice est venu au théâtre. Dans le fond, on a décidé, c'était probablement un grand consommateur de théâtre à la base. Il a décidé d'initier son petit-fils au théâtre. Le petit gars, il avait 3 ans. Il est venu voir un spectacle de Winnipeg qu'on avait reçu il y a quelques années qui s'appelait « Le vieil homme et la rivière ». Le vieil homme et la rivière, c'était une histoire d'un vieux monsieur un peu grognon, là, qui avait pas beaucoup d'amis, puis qui passait son balai, puis tout ça. Puis à un moment donné, il s'en va à la pêche, puis il se fait ami avec un grand poisson. Puis comme c'est une espèce d'histoire d'amitié, puis tout ça, pour les 3 ans et plus, à peu près. Bien, Maurice, il m'a écrit après pour me dire que depuis qu'il était venu voir ce spectacle-là avec son tout petit, parce que souvent, avec les enfants de 3 ans, des fois, on va penser qu'ils s'en souviennent pas, là. Ça, c'est vraiment comme un grand mythe là, au niveau des arts pour les tout-petits. Il me dit, depuis qu'on est allé voir ce spectacle-là, on joue au vieil homme et à la rivière chez nous. Quand il vient se faire regarder chez nous, moi, je fais le vieux monsieur grognon, puis lui fait le poisson. Il nous raconte ça, c'est turbo cute, ça marque nos esprits, puis nous, ça nous conforte. À chaque fois qu'on reçoit un commentaire comme ça sur un de nos spectacles, ça nous confirme pourquoi on fait cette mission-là, puis qu'est-ce que ça crée, de créer des souvenirs puis des liens. Fast forward, quelques années plus tard, on est en grande campagne majeure de financement pour la caserne. On devait amasser 1 250 000 pour la construction de ces bâtiments-là. C'est le temps de Noël, on fait le tour un peu de nos donateurs, on se dit, on constate un peu à notre clientèle, on leur demande des dons, tout ça pour la campagne majeure. Maurice me lâche un coup de fil et dit, Catherine, j'aimerais ça faire mon premier don important en culture. Maurice nous a donné 5 000 $. Fait que là, on parle d'impact. Le premier impact avec le tout-petit, le lien que ça a créé, les souvenirs que ça a créé avec lui, le fait qu'ils sont retournés au théâtre plusieurs fois, que ça a créé un rituel, des souvenirs, tout ça. Puis après ça, tu as l'aspect au niveau de notre organisation, de voir que ce geste-là, finalement, s'est concrétisé par un premier don important en culture. Ça a été super significatif. Puis les dons d'individus aussi, là, avec les charitables, vous êtes tous des individus dans vos processus de philanthrope.
ça veut dire vraiment beaucoup. C'est comme encore plus précieux parce que c'était son argent à lui. Puis ça a fait une grande différence pour nous dans la campagne. Puis au-delà, j'ai le goût de dire, du geste monétaire puis de qu'est-ce qu'on allait faire avec ce 5 000 $-là, il y avait tout l'élan que ça nous a donné par la suite. Quand on sollicite, Linda, tu le disais un peu tantôt, ça peut être vraiment très exigeant, très demandant. C'est pas un travail qui est facile. Mais quand on voit des gens comme ça qui portent ces gestes de cœur-là, qui sont habités aussi par ce lien de cœur qu'ils ont créé avec l'organisation, bien, ça fait une différence énorme. Puis nous, ça nous propulse aussi, ça nous donne de l'élan pour continuer d'être créatifs, de pondre des projets. Vous êtes tous des organismes, je suis convaincue, puis d'autres dans la salle, c'est pas les bonnes idées qui manquent, dans le fond. Ça, on en a plein. Des fois, c'est juste le petit coup de pouce, l'élan supplémentaire, l'étincelle qui fait en sorte qu'après ça, on est capable de concrétiser ces bonnes idées-là, de trouver les moyens dans la société pour être capable de les faire vivre au meilleur endroit, puis de répondre à des besoins, finalement. Fait que, petite histoire comme ça, mais qui, pour nous, a été très, très porteuse de sens. Merci beaucoup pour vos témoignages et vos expériences. Donc, comme je le disais tantôt, la philanthropie et la culture sont vraiment deux sœurs qui se tiennent la main puis qui volent et qui doivent marcher ensemble vers la même direction. Elles sont généreuses, rassembleuses, elles permettent d'offrir donc une part de soi à l'autre. On voit aussi que la culture a un très gros pouvoir démultiplicateur, que peu importe la valeur du don, on voit que les organisations ont vraiment un pouvoir, en fait, de multiplier les effets, puis avec un pouvoir aussi intergénérationnel, là, puis dans différents couches et souches aussi de la société. Il y a aussi toute la question de s'engager et de se responsabiliser aussi par rapport à cet effet démultiplicateur. Donc, merci beaucoup, mesdames, pour vos témoignages. On me dit de resserrer la table ronde, le panel, parce que le gala des prix d'excellence va pas tarder à ouvrir. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez des questions pour nos invités, Gabrielle, Cassandre et Catherine? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez connaître ou revenir ou... Sinon, moi, j'ai une petite question pour conclure, mesdames. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite encore à donner en culture? Avez-vous une idée? Allez-y avec le cœur, on est là pour ça. La culture, hein, c'est-tu beau? La culture est partout. La culture, Wendy, tu l'as dit un petit peu tantôt, c'est aussi des données qui sont parfois intangibles. C'est pas les données les plus facilement quantifiables, mais vous êtes toutes marquées par la culture dans votre quotidien. Tout le monde écoute de la musique, tout le monde voit des séries, tout le monde voit des films, tout le monde sort. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture, puis c'est ce qui est comme un moteur de société. Vous l'avez nommé tantôt, Linda, Wendy, c'est pas on sauve pas des vies, mais on sauve des vies en même temps. On est vraiment beaucoup dans la prévention et dans ce qui rend la vie plus joyeuse. Puis ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est vraiment un geste. Quand on se rappelle nos bons souvenirs, puisque vous avez vécu, nous, on l'a vécu, on le voit beaucoup avec le jeune public, les souvenirs que vous créez en famille, les liens que vous faites, les œuvres qui ont marqué votre jeunesse, moi, je pense que c'est vraiment ces éléments-là qui peuvent être... que quand on prend 2 secondes pour se rappeler, c'est ce qui peut faire en sorte qu'on peut devenir un donateur en culture. Fait que j'ai le goût de vous encourager. J'ai le goût de vous rappeler aussi ma petite édito politique. Acheter des billets, c'est vraiment cool, mais c'est vraiment pas comme faire un don. Acheter des billets pour aller visiter des expositions, pour aller voir des spectacles, c'est super, c'est vraiment important, ça fait vivre notre culture. Mais poser le geste supplémentaire d'encourager ces organismes-là pour qu'on puisse être encore plus créatifs puis faire vivre nos œuvres, je pense que c'est un geste supplémentaire qui mérite la peine d'être dit. Voilà. Je dirais que donner en culture aussi, c'est apporter un peu une sérénité au milieu, aux travailleurs, travailleuses culturelles, parce qu'il y a tellement une grosse partie de notre travail, je crois, qui est toujours de chercher de l'argent pour réaliser nos belles idées, puis d'être en mesure, parce que aller fonctionner uniquement avec des appels de projets, des subventions qui sont à refaire à chaque année, on le fait tous, c'est tout, mais c'est très, très épuisant. Puis le fait de travailler du côté de la philanthropie, donc de travailler avec des humains, de donner finalement en culture, c'est d'appuyer le travail des humains qui viennent toucher d'autres humains. Fait que je pense que c'est ça. L'humain est vraiment, vraiment au cœur de la philanthropie dans le milieu culturel. Oui, puis un peu pour continuer sur ce que tu dis, souvent, les organismes, on est vraiment très peu
Tu sais, toi, t'es 2,5, nous, on est 6,15. Tu sais, toi, je sais pas, vous êtes combien? Tu sais, on n'est pas... C'est facile d'entrer en contact avec nous. C'est facile. Venez cogner. Moi, j'habite quasiment au musée, pour vrai. C'est très rare que je n'y suis pas. Mais tu sais, il y a des liens qui peuvent être faits très facilement. C'est pas des grosses organisations. C'est pas... Venez nous parler, puis venez avoir ce lien humain-là à nous. C'est très facile, beaucoup plus facile parfois que dans quelque chose qui est plus organisé, qui est plus gros, qui est plus... mais tu vas avoir accès à la responsable de ça, mais pas à la direction, mais pas à... Vous avez accès à tout le monde quand vous rentrez en contact avec des petits organismes. Fait que c'est un lien qui peut être direct et humain pour continuer sur... Oui, c'est ça. Vous voulez rencontrer les personnes, ils vous serrent les mains, puis des fois, on se met à pleurer parce qu'on est super touché. Tout ça est très humain, au final. Ça peut faire du bien d'avoir ce vrai lien-là aussi. Là. Ben voilà pour nous. C'est terminé. Merci. Merci Fnoun, merci à tes invités, merci à Wendy, merci à vous tous d'avoir pris une partie de votre après-midi pour entendre ce que nos invités avaient à vous dire. Donc, Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches au cœur de l'organisation de la journée d'aujourd'hui. Les Charitables et Québec Philanthrope aussi, évidemment. Merci beaucoup. En espérant que ça va alimenter vos réflexions, vos discussions. Il y a un verre, je pense, qui est servi. En tout cas, la salle est à nous avant que ne commence le gala des prix d'excellence. Donc, vous avez le temps encore d'échanger, de discuter entre vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pour ceux qui veulent rester à 16h30, les portes vont ouvrir pour le gala des prix d'excellence. Vous êtes invités aussi à assister à cette soirée. Merci à tous. Bonne fin de journée.